Bienvenue dans Euronews Soir, ravi de vous retrouver pour cette édition d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce lundi 29 avril. Victoire des socialistes en Espagne aux élections législatives. Pedro Sánchez, le chef du gouvernement, est arrivé en tête sans majorité absolue au Parlement. Décryptage dans ce journal. Face au risque d'extinction de nombreuses espèces, scientifiques et diplomates sont réunis à Paris pour un sommet mondial sur la biodiversité jusqu'à samedi. Et puis une abdication au Japon, celle de l'empereur Akihito. Après 30 ans de règne, le prince Naruhito, son fils, va monter sur le trône. Un exploit sportif enfin, avec la performance de notre confrère portugais à l'Ultra Trail de Madère. 115 km, 6850 mètres de dénivelé positif, parcouru en 26 heures et 14 secondes. L'avenir a gagné, le passé a perdu. Ce sont les mots de Pedro Sánchez, le chef du gouvernement socialiste espagnol, après sa victoire aux législatives de dimanche. Cela faisait 11 ans que les socialistes n'avaient pas remporté une telle élection. Les résultats du scrutin et les réactions en Espagne avec Johan Massard. Une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre en Espagne. Entre une percée notable de Vox, le parti d'extrême droite, et un parti socialiste sorti vainqueur mais sans majorité pour former un gouvernement, les résultats des élections laissent entrevoir un Parlement plus fragmenté. Des résultats inattendus pour certains citoyens. C'est une surprise totale, parce que nous n'attendions pas la débâcle du Parti populaire, par exemple, ni de Podemos. Ensemble, le Parti socialiste et Ciudadanos auraient pu obtenir la majorité absolue. Mais le leader du centre-droit a annoncé prendre la tête de l'opposition. Peu de choix sont désormais possibles. La coalition sera entre le Parti socialiste et Podemos. L'électorat socialiste ne veut pas gouverner avec Ciudadanos et eux ne veulent pas forger de pacte avec les socialistes. Après la crainte de l'avancée massive de l'extrême droite dans le pays qui n'a finalement obtenu que 10% des suffrages, certains citoyens minimisent aujourd'hui son influence. Ils n'ont finalement que 24 sièges. Ils ne seront pas autant que prévu, mais ils auront leur mot à dire au Congrès. Il y a diverses opinions et elles doivent être respectées d'un côté comme de l'autre. Après 10 mois passés à la tête du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez et notamment ses mesures sociales semblent en avoir convaincu plus d'un. Pedro Sánchez a mis beaucoup de votes dans sa poche. Qu'a fait Pedro Sánchez? La première chose, c'est qu'il a augmenté les pensions. Et puis, il a subi de nombreuses mesures sociales que le Parti populaire avait complètement gelées. La période des négociations commence maintenant. Les pactes ou coalitions du gouvernement détermineront les politiques espagnoles pour les prochaines années. Pedro Sánchez a laissé la porte ouverte à toutes les formations. Plusieurs scénarios sont donc possibles. Mais le plus important pour la population, c'est que la coalition, quelle qu'elle soit, apporte la stabilité au pays. Et pour comprendre la nouvelle carte politique qui se dessine en Espagne, je suis avec Escarlata Sánchez, journaliste espagnole à Euronews. Escarlata, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de la victoire de Pedro Sánchez ? Les premières conclusions que l'on peut tirer, c'est évidemment l'effondrement du Parti populaire, les conservateurs PP. L'électorat espagnol de droite est maintenant très fragmenté avec l'arrivée du parti d'extrême droite Vox. Mais la clé de ces élections a probablement été la grande participation qui a été décisive à la victoire de Sánchez. La grande participation s'est traduite par un vote utile dû à l'inquiétude de l'arrivée de l'extrême droite en Espagne. Le Parti socialiste a eu la majorité au Sénat. Il a gagné des votes de ceux qui n'ont pas voulu de Ciudadanos, les partis de centre-droit libéral, dont le leader Albert Rivera n'a pas été très brillante dans les débats. Pedro Sánchez a largement gagné aussi parce que le parti de gauche, Podemos,
Unidas Podemos a perdu énormément par rapport aux dernières élections. Sánchez a pris des mesures qui ont été payantes sur nous, comme l'augmentation des salaires minimum à 900 €. Alors aujourd'hui, les discussions ne font que commencer, mais quelles sont les alliances pour gouverner? Pedro Sánchez a dit qu'il va essayer de gouverner en solitaire en faisant des alliances pour chaque mesure particulière. Mais est-ce que cela sera possible? Une autre option, c'est PSOE plus Podemos plus les indépendantistes basques et catalans. L'alliance PSOE plus Ciudadanos est très improbable, car Sánchez et Rivera ont parlé des lignes droites et ils ont averti qu'ils ne feront pas des alliances. D'ailleurs, Inés Arrimadas de Ciudadanos Catalunya a dit qu'il n'y aura pas d'alliance avec les PSOE. En tout cas, ce sont des alliances relatives, parce qu'il y aura de nouvelles élections dans peu de temps, le 26 mai, et les alliances peuvent encore changer. Pour le moment, nous sommes encore au lendemain des élections et il faut le temps de laisser passer les résultats pour que les négociations se décantent. Alors l'extrême droite fait une entrée fracassante au Parlement. Est-ce le début de la reconquête, comme l'a annoncé Santiago Abascal, le leader de Vox? La montée du parti d'extrême droite Vox est à l'image de ce qui se passe en Europe, avec le populisme de droite en France, en Italie ou en Hongrie. Vox arrive avec force. Il n'y avait pas un seul siège et rentre au Parlement avec 24 députés. Et c'est là parce que nous avons un système électoral particulier qui n'est pas proportionnel et qui favorise le plus grand parti. Sinon, Vox aurait eu plus de députés. Escarlata, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. Détruire la nature met l'homme en danger. La protection de la biodiversité est au cœur d'un sommet à Paris jusqu'à samedi. Pendant 3 ans, un groupe d'experts a travaillé à l'élaboration d'un inventaire mondial. Il en résulte un rapport alarmant sur la disparition accélérée du vivant. Les explications d'Audrey Tilve. Sommes-nous à l'aube d'une altération irréversible de la nature? Pour les scientifiques et diplomates de plus de 130 pays réunis à Paris, l'heure est à l'état des lieux et il s'annonce bien sombre. À l'image de ce qu'a fait le GIEC pour le climat, des experts ont consigné dans un rapport de 1800 pages les dommages causés à la biodiversité de par le monde. Charge aux participants à cette réunion d'en faire la synthèse et de l'adresser aux décideurs. Parmi les chiffres chocs, la menace d'extinction qui pèse sur 1/4 des 100 000 espèces évaluées et une accélération de ce phénomène. Les océans et les forêts capteurs de CO2 sont particulièrement touchés, en cause notamment, comme pour le changement climatique, des pratiques agricoles ravageuses et une déforestation effrénée. L'an dernier, 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont été rayés de la carte. Les représentants réunis à Paris rendront publique leur évaluation finale lundi prochain. Et d'ici là, chaque pays ne manquera pas de défendre, point par point, ses intérêts. En France, l'École nationale d'administration est en passe d'être supprimée. Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière sa volonté de la faire disparaître. L'ENA, 3 lettres qui à elles seules représentent la formation des élites en France. Existe-t-il un équivalent en Europe? L'éclairage d'Olivier Péguy. C'est l'une des propositions de réforme lancées par le président français face à la crise des Gilets jaunes, la suppression de l'ENA. L'École nationale d'administration a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour former les hauts fonctionnaires dans un État en reconstruction. Au fil des ans, l'établissement a été de plus en plus perçu comme le symbole de la technocratie à la française, formant non seulement l'élite administrative du pays, mais aussi formatant une grande partie du personnel politique. Il y a très peu d'équivalents en Europe. Au Royaume-Uni, ce n'est pas une école, mais 2 universités, Oxford et Cambridge, qui recrutent les meilleurs étudiants et qui en font les élites politiques du pays. Premier ministre, ministres, membres des cabinets ministériels, parlementaires, ils sont nombreux à être passés par les bancs de ces 2 prestigieux établissements pluricentenaires, même si aujourd'hui d'autres universités commencent à se faire un nom. En Espagne, pas d'équivalent à l'ENA. Les dirigeants du pays ont étudié le plus souvent le droit ou les sciences politiques dans l'une des universités du pays. Il y en a dans toutes les grandes villes. Certaines sont très anciennes, comme celle de Madrid, de Grenade ou de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour accéder à la haute fonction publique, il faut ensuite réussir des concours spécifiques. En Allemagne, pas d'équivalent non plus à l'ENA. Les hauts fonctionnaires sont issus de cursus universitaires, puis ils passent des concours. Le personnel politique se forme également à l'école du militantisme, dans les partis ou dans les syndicats.
Enfin, on notera en Belgique le Collège d'Europe, une école créée en 1949 à Bruges pour former les étudiants aux affaires européennes, un établissement considéré comme une ENA européenne et dont sont issus de nombreux cadres des institutions de l'Union. C'est un événement de taille au Japon. Après 30 ans de règne, l'empereur Akihito cédera demain le trône à son fils Naruhito. Un changement d'empereur qui va de pair avec un changement d'air. Au Japon, l'empereur est une figure sacrée. Audrey Tilve. Aux abords du palais impérial, c'est l'effervescence des grands jours et pour cause, le Japon est en passe d'entrer dans une nouvelle ère. Ce mardi, l'empereur Akihito, 85 ans, quittera le trône, la première abdication en plus de 200 ans. Les cérémonies vont donc se succéder tout au long de la semaine pour accompagner cette transition entre l'ère Heisei, littéralement celle de l'accomplissement de la paix, et l'ère Reiwa, celle de la belle harmonie qu'incarnera le nouvel empereur Naruhito. Invoquant son grand âge et une santé défaillante, Akihito avait annoncé sa décision il y a près de 3 ans. Contraint à un règne dénué de pouvoir hérité de la Seconde Guerre mondiale, il s'est employé à moderniser la fonction en se rapprochant du peuple, une voie que son fils aîné, 59 ans, entend poursuivre. Pour marquer cet événement majeur dans la plus ancienne dynastie au monde, les Japonais sont en congé depuis samedi. Les badauds en profitent pour déambuler autour de la résidence de l'empereur avant l'ultime acte officiel d'Akihito ce mardi. Naruhito devra toutefois attendre le 22 octobre pour être officiellement intronisé. Emmanuel Macron a promis de restaurer d'ici 5 ans la cathédrale Notre-Dame de Paris, victime d'un gigantesque incendie. Cet objectif est-il vraiment réaliste? Il inquiète en tout cas les experts du patrimoine. Le point avec Raphaël Tavernier. Prendre le temps, éviter la précipitation et ne pas s'affranchir des règles de protection du patrimoine dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame. C'est l'appel lancé par plus d'1 millier d'experts, conservateurs et architectes au président de la République dans une tribune publiée sur le site du Figaro. Emmanuel Macron a promis de reconstruire d'ici 5 ans ce joyau de l'architecture française ravagé par un incendie il y a 2 semaines. Un objectif tout simplement impossible à réaliser selon les spécialistes. Le manque de main-d'œuvre notamment pourrait ralentir considérablement la reconstruction de Notre-Dame. Le lendemain du sinistre, les compagnons du devoir avaient d'ailleurs alerté le président. Selon l'association qui forme des jeunes au métier d'art, il manque déjà 100 tailleurs de pierre, 100 maçons, 150 charpentiers et 200 couvreurs pour répondre à la demande des entreprises partenaires. On peut se dire que nos métiers sont très mal connus. On a bien souvent cloisonné nos métiers dans des zones artisanales, industrielles. Et c'est vrai que le grand public ne connaît plus les métiers. Et on voit bien à travers les différentes émissions concernant les pâtissiers, les cuisiniers. Pourtant, ce sont des métiers qui avaient quelques difficultés de recrutement, qui aujourd'hui ne posent plus aucun problème en matière de recrutement. La Fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques estime qu'il faudra environ 4 mois pour sécuriser le site de Notre-Dame de Paris. Pourra alors seulement commencer le diagnostic préalable à la restauration elle-même. Et l'on termine ce journal avec l'exploit sportif de notre confrère portugais Rodrigo Barbosa. Il a parcouru 115 km en 26 heures et 14 secondes de bout en bout de l'île de Madère pour un ultra-trail dans un paysage à couper le souffle. Laurence Alexandrovitch. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer le trail. Des amoureux et amoureuses de course à pied extrême, lassés des marathons qui cherchent à aller au bout d'eux-mêmes dans des paysages à couper ce qu'il leur reste de souffle. Rodrigo Barbosa, journaliste à Euronews et trailer, nous fait vivre de l'intérieur sa course à Madère. Je suis là au 2e point de contrôle et à l'ascension du poste forestier à Estanquinos. C'est considéré comme l'endroit le plus difficile de la course avec 1400 mètres de montée sur un peu plus de 10 km. Ceux qui le savent disent que quand cette montée est faite, c'est déjà la moitié de la course. Nous verrons, il est presque 4 heures du matin. Après une nuit entière de course, nous voyons maintenant les premières lueurs, l'aube, et les premières vues spectaculaires sur l'île de Madère. Nous venons de passer Encumeada, l'un des points symboliques de ce sentier, et nous allons encore courir un peu avant de nous rendre là-haut vers ces sommets. À bientôt.
Nous sommes à la fameuse montée du tube qui est légèrement raide, comme vous pouvez le voir. C'est une montée très difficile, mais qui en vaut la peine. D'un côté, la vallée, et de l'autre, une mer de nuages. Je viens de quitter le point de contrôle au kilomètre 85, il reste 30 km à parcourir. Le corps me fait mal partout, mais l'esprit est toujours frais et me donne l'ordre de passer outre la douleur. Il y a une autre montée difficile et puis après on sera à seulement 25 km de l'arrivée. Cela se fera probablement déjà après la tombée de la nuit. C'est la fin de l'aventure, 115 km, 7200 mètres de dénivelé positif en 26h14 d'un bout à l'autre de Madère. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, à demain.